Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des États-Unis, je vais vous parler de Biden, de Trump et en fait de cette bêtise que moi je considère effectivement comme qui s'est répandue ces derniers mois, voire ces dernières années, qui est de croire que finalement Trump, il était du côté de du peuple, du monde et qu'il était là pour sauver la planète. Et cet article, et il y en a plein d'autres, prouve qu'on était complètement à côté de la plaque. Je m'inclus, même si c'est pas vraiment mon cas, mais ici c'est Biden qui dit acheter américain. Et alors, beaucoup de gens vont dire waouh, c'est génial, etc. Sauf que beaucoup de gens disaient non, mais Biden, il est pas comme Trump, il est mondialiste, il est. Et en fait, il y a quelqu'un qui, sous une de mes vidéos, a dit mais Tammy, je comprends pas les commentaires. Les gars, à la rigueur, s'ils étaient blancs américains, je peux comprendre qu'ils aiment Trump. Mais Trump, c'est d'abord, il roule pour lui. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que les États-Unis, c'est d'abord eux. Alors bien sûr, il y a des avantages, il y a des trucs super. Moi, j'adore les États-Unis pour certaines dimensions, pas sur tout, mais sur certaines dimensions, je trouve qu'ils sont excellents. Maintenant, à un certain moment, il faut pas oublier qu'il y a une guerre, une vraie guerre. Et là, on le voit. Buy American, Biden dans le sillage de Trump. Après le Made in America de Trump, son successeur Joe Biden a lancé l'initiative Buy American, une décision protectionniste dangereuse selon The Economist. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de gens, ils vont dire non, mais ils ont raison, il faut se protéger, etc. Et moi, je vais vous dire, je vais d'abord revenir rapidement sur cet article. Donc, Joe Biden est-il en train de faire du protectionnisme à la Donald Trump? En signant un décret Buy American, le 46e président commet une erreur économique qui pourrait être le signe d'autres erreurs à venir, pire encore, affirme The Economist, qui est un magazine britannique très connu et bien évidemment très libéral, très mondialiste. Mais ce acheter américain vise à obliger les institutions gouvernementales à donner la préférence aux fournisseurs américains plutôt qu'étrangers. The Economist n'est pas le seul à s'élever contre cette décision. L'initiative est bonne politiquement, mais terriblement mauvaise économiquement, titrait le Washington Post. Et alors, pourquoi c'est mauvais économiquement? Parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, quand tu diminues, là, je vais utiliser un petit stylo, quand diminues, tu diminues les importations, d'accord? Donc, tu fermes ton commerce international. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as des répercussions. Et c'est ce qu'on avait eu effectivement après 1929. On avait les États-Unis qui avaient augmenté leurs droits de douane, donc qui avaient diminué leurs échanges avec le reste du monde. Et l'Europe a fait de même, elle a augmenté ses droits de douane. Et bien évidemment, on est rentré dans une spirale infernale. Ici, qu'on parle de marché public, on parle effectivement de montants colossaux. Alors encore une fois, beaucoup de gens vont dire mais c'est une bonne chose. Il faut fermer les frontières. Sauf que aujourd'hui, les pays, et toutes les recherches le prouvent, et je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, en fait, les pays qui se défendent le plus sont les pays qui sont les plus fragiles. Et les pays qui sont les plus ouverts, les plus agressifs, sont les pays effectivement qui ont une croissance plus forte. Alors bien sûr, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est une vérité. Il y a beaucoup de pays africains, par exemple, qui sont fermés et qui n'ont jamais connu une croissance. Et quand vous étudiez le commerce international, etc., on se rend compte que plus tu as peur de la concurrence, moins tu t'adaptes à la concurrence et moins tu es préparé finalement à la mondialisation. Et je sais pas, moi, prenons le cas d'un individu. Si par exemple, il est tout le temps dorloté par ses parents, il voit pas le vrai monde, etc. Lorsqu'il se retrouve dans le vrai monde, qu'est-ce qui se passe? C'est un choc et il n'est pas préparé. Et donc, en fait, il y a deux approches. Il y a cette approche où on considère que il faut se protéger, se protéger, se protéger, mais à un certain moment, à force de se protéger, on devient faible. Et il y a une deuxième approche qui consiste effectivement à ouvrir ses frontières, mais si on n'est pas suffisamment préparé, on peut également morfler. Et il y a une troisième approche qui est finalement, on ouvre ses frontières, mais on a également ce que l'on appelle un protectionnisme éducateur. Et puis, on a également une structure qui permet de
se protéger contre le reste du monde. La mondialisation n'est pas totalement mauvaise, elle est même très positive, mais pourquoi elle est mauvaise et pourquoi elle est pour certaines personnes dangereuse? Parce que tout le monde n'en profite pas. La mondialisation profite essentiellement aux personnes qui sont prêtes à l'affronter. Les hauts diplômés, les personnes qui parlent anglais, qui sont ouverts à l'international, etc. Et il y a toute une partie de la population qui est complètement larguée et qui se fait bouffer parce que justement, elle n'est pas prête. Est-ce que c'est finalement la faute à la mondialisation? Non. Mais c'est la faute effectivement à un manque de préparation, à un manque d'ouverture, à un manque d'adaptation. Et c'est vraiment quelque chose effectivement qu'il faut prendre à bras le corps. C'est-à-dire, il faut arrêter En fait, à force, je vais prendre un autre exemple. On a voulu protéger les canards boiteux. Dans certaines, par exemple, je sais pas moi, on va protéger une entreprise. Je vais pas donner le secteur nécessairement, mais on va protéger, par exemple, une entreprise dans un secteur quelconque. D'accord? Donc, on va protéger. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, attention, il y a de la concurrence. Le problème, c'est que ces boîtes qui sont protégées, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont premièrement facturer plus cher. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de concurrence, les frontières sont fermées. Et deuxièmement, donc, elles vont augmenter les prix. Et puis surtout, elles ne vont pas faire suffisamment d'efforts puisque elles vont se dire pourquoi je vais faire des efforts? Puisque de toutes les manières, j'ai un marché qui m'est acquis, je n'ai pas besoin de faire des efforts. Donc le consommateur, dans le pays dans lequel cette entreprise est protégée, c'est lui qui va payer le prix fort. Par contre, si on ouvre les frontières, cette entreprise, elle va être obligée de diminuer les prix, d'accord? Elle va également être obligée d'innover et elle va également être obligée d'apporter de la valeur. Donc, on voit effectivement une autre école où, à force de vouloir se protéger, tu te deviens faible. Je sais pas moi, j'ai été fonctionnaire. J'ai vu beaucoup de profs qui avaient la trouille. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la garantie de l'emploi. C'est-à-dire, quand tu es fonctionnaire en France, tu as la garantie de l'emploi. Et vous avez des gens, moi quand j'ai passé l'agrégation, il y avait des gens diplômés de HEC Paris. Il y avait des gens diplômés de Sciences Po. Il y avait des gens diplômés de l'École normale supérieure. Il y avait des gens qui étaient experts comptables. Pourtant, en étant prof, moi je me souviens quand j'étais prof, agrégé, tu gagnes 2000 balles. Alors que les gars HEC, tu peux gagner 4000, 5000, d'accord? Quand tu as un poste de responsabilité. Donc, tu vas diviser ton salaire par 2. Pour souvent faire un job où beaucoup ne le font pas vraiment par passion. Et en plus, une fois que tu es fonctionnaire, tu as tellement galéré pour devenir agrégé que tu as peur de faire autre chose. Et je me suis rendu compte, puisque j'ai enseigné, etc., que beaucoup de profs me disaient Tammy, on vit dans une cage dorée. Pourquoi? Parce que finalement, tu sais qu'il y a mieux ailleurs, mais tu n'oses pas le faire parce que tu as une protection, tu as un emploi à vie. Et donc, tu n'oses pas le faire. Et quelque part, c'est la pire des choses à faire parce que quelque part, tu meurs à petit feu. Et donc, la concurrence, c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que les gens, ils voient ça, ils se disent ouais, mais est-ce que ça vaut le coup, etc. Mais la réponse est oui, ça vaut le coup. Et la preuve, moi, d'accord? Moi, j'étais prof et il a fallu que je frôle la mort pour que ça crée chez moi un déclic. C'est-à-dire que quand j'ai frôlé la mort, je me suis dit, j'en ai rien à foutre, j'ai plus rien à perdre. Mais imaginez, je serais encore prof. Alors oui, peut-être que ça aurait été sympa, mais je me serais pas éclaté comme je m'éclate aujourd'hui. J'aurais pas apporté la valeur que j'apporte aujourd'hui. Regardez, on a des millions de vues sur YouTube. On a, je pense, 44 millions à l'heure où je tourne cette vidéo. 44 millions de vues. Il y a des millions de personnes qui ont regardé ma chaîne YouTube. J'aurais jamais pu avoir cette portée en étant prof. Euh, Peut-être en passant à la télé, etc. Et encore, parce que finalement, bon,
Il y a ce que l'on appelle les bons clients, il faut dire ce que les médias ont envie d'entendre. Je vais diverger un petit peu, mais je me souviens, par exemple, j'avais une émission, j'avais été invité par Élise Lucet, donc son équipe, c'est pour sa grande émission Cache Investigation. Et les journalistes, ils voulaient que je dise quelque chose. Ils voulaient que je dise les traders sont des salauds, ils se droguent, ils voient des prostituées et ce sont les pires enfoirés au monde. Alors que voilà, il y en a probablement qui le sont, mais pas tous, d'accord? Comme dans tout corps de métier. C'est comme il y a des policiers qui sont des salauds, il y a des policiers qui sont géniaux. Encore une fois, dans tout corps de métier, il y a des gens bien et des gens pas bien. Mais eux, ils voulaient absolument que je dise genre la grande majorité, et je l'ai pas dit. Et donc, je me souviens parce qu'ils étaient venus à Dauphine, il y avait mes propres étudiants, ils étaient super contents, ils s'étaient bien habillés, ils pensaient qu'ils allaient passer à la télé. Et finalement, qui est-ce qu'ils ont mis dans l'émission? Ils ont mis un mec qui avait écrit un bouquin qui s'appelle City Boy. D'accord? Et ce mec, vous savez, qu'est-ce qu'il a écrit dans son bouquin? Il disait genre, le trading, c'est les pires salauds. Moi, j'ai été un ancien trader. Aujourd'hui, je crache sur ces gens-là. Ces gens-là, ils ne pensent qu'à la drogue, qu'à la cocaïne, qu'au nana, etc. Et il est passé parce que justement, il allait dans le sens des médias. Et l'avantage de ma chaîne, je sais que tout le monde ne partage pas mon avis. Par exemple, sur Trump, je sais qu'il y en a qui vont me détester parce que je dis ce que je suis en train de dire. Mais je dis, voilà, ma vérité. C'est pas la vérité absolue, mais j'ai pas peur de le dire parce que c'est ma conviction et je suis libre de le dire. D'accord? Donc, la conclusion de cette histoire, c'est quoi? C'est vraiment les gens qui pensent que Trump est le sauveur et que Biden est le pire salaud. On vient de voir ici que finalement, ils ont la même approche, la même philosophie et qu'ils ne sont pas là pour vous faire des cadeaux, ils ne sont pas là pour être gentils. D'accord? Biden ou Trump sont d'abord pro-américains. Et tant mieux, et ils ont totalement raison. Et je pense qu'en fait, il faut avoir cet état d'esprit. Maintenant, il ne faut pas oublier que le fait de fermer les frontières, c'est pire que de garder les frontières ouvertes. Je voyais un journaliste, oui, Eric Zemmour, qui disait les Chinois, ils vont nous envahir, etc. Et en fait, et Nolo, hein, alors c'est marrant hein, parce que Nolo qui répondait oui, bon bah on va être obligé de cirer les pompes des Chinois parce que quelque part la Chine c'est le marché de demain. Et ben voilà, la Chine c'est le marché de demain. Donc tu as deux approches. Soit dire je suis protectionniste et la Chine va te dire bah, va te faire voir, j'ai pas besoin de toi. Soit je ne suis pas protectionniste et comment tu vas faire pour intégrer le marché chinois en étant excellent? Et c'est ce qu'ont fait les Allemands parce que les Allemands ils sont excédentaires avec la Chine. Ils exportent plus qu'ils n'importent. Très peu de gens le savent. D'accord? Mais pourquoi les Allemands, Allemagne, on va mettre Allemagne, excédent avec Chine. Mais pourquoi les Allemands, voilà, on va revenir, regardez ici, l'Allemagne championne de l'excédent commercial. Et vous voyez, voilà, supérieur à l'excédent de la Chine. L'Allemagne, le pays qui a un excédent commercial supérieur à l'excédent de la Chine. Waouh! Eh ben, c'est juste un exemple concret. Alors après, bien évidemment, je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui avec le Covid et compagnie, mais croyez-moi, les Allemands sont probablement l'un des pays qui a le mieux compris la mondialisation et probablement l'un des pays qui s'est le mieux adapté à la mondialisation. Il y a deux approches, encore une fois. Il y a ceux qui pleurent et qui disent oui, la mondialisation est la cause de tous nos problèmes. Et il y a ceux qui disent la mondialisation, c'est une donnée, c'est un fait, comment s'adapter. Et c'est mon état d'esprit aujourd'hui. Mon état d'esprit, c'est il faut arrêter de pleurer et arrêter de dire c'est la faute à. C'est qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui, hein? Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir. Waouh, j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo, mais j'espère vraiment que vous avez tiré des leçons de tout ça. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.